Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des prolongations de contrat de Chet Holmgren et de Jalen Williams à OKC, mais aussi celle de Devin Booker à Phoenix et de tous les autres sujets marquants des derniers jours de cette intersaison. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on est en plein cœur de l'été. Moi je suis en vacances, je vais pas me cacher. Ça y est, je suis en vacances. Je suis parti en Bretagne, dans ma Bretagne natale, où je profite du soleil et du vent et de la mer et tout ça. Donc c'est cool, mais on fait quand même ce podcast aujourd'hui. Ça c'est certain. Charlie, est-ce que tu as pu jeter un petit coup d'œil sur la Summer League rapidement? On en a parlé vite fait en off. Et on a vu 2-3 perfs qui nous ont un peu tapé dans l'œil, toi et moi. Ouais, écoute, j'ai pas tout regardé, mais effectivement, la première chose, c'est les Français qui se sont notamment illustrés la nuit dernière, à commencer par Johan Béringer qui a été excellent. 11 points, 8 rebonds, 7 comptes, 2 interceptions. On savait déjà que les Wolves croyaient énormément en son potentiel. Tim Connelly, notamment, avait eu des mots très élogieux le concernant après la draft. Et dès son premier match, il a été tout à fait au niveau. Donc c'est sympa à voir. On a aussi eu Nolan Traoré qui a plutôt réussi ses débuts, même si on a eu un temps peur qu'il se soit blessé à la cheville. Finalement, il a pu revenir. 13 points, 3 rebonds, 3 passes. Surtout, il a montré toute sa capacité à accélérer le jeu. Il a un profil qui semble vraiment NBA compatible et j'espère qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu. Et évidemment, celui qui a le plus marqué les esprits la nuit dernière, c'est Maxime Reynaud, qui a été auteur d'un très bon match face à Orlando. On sent qu'il a la dalle, qu'il veut progresser, qu'il a vraiment du potentiel. Il a montré toute sa polyvalence, sa capacité à peser des deux côtés du parquet. Donc ouais, plutôt content de voir le début de Summer League de nos petits Français. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour eux parce que je trouve qu'ils sont plusieurs à avoir montré des choses vraiment intéressantes. Ouais, Maxime Reynaud, il a déjà le meilleur surnom, je crois, de la ligue, Mad Max. Ouais, ça fait un peu... Vernon Maxwell avait déjà ce surnom-là, mais si ça reste, si ça colle pour lui, je vais être bien content. Je trouve ça assez cool. S'il peut hériter de ce surnom qui est quand même un des surnoms les plus top qui existent. Et ouais, effectivement, ouais, c'est cool pour les joueurs français pour l'instant. Béringer, vraiment impressionnant. Je me demande d'ailleurs si ça va pas pousser les Wolves à se dire bon bah c'est bon, on a trouvé le remplaçant à Rudy Gobert. Ah On bah va je peux te pouvoir dire que s'en débarrasser. en tout cas, je peux te dire que les fans des Wolves sur les réseaux sociaux étaient déjà là-dessus. Eh, tu m'étonnes. Un mec qui m'a vachement impressionné, moi, alors même s'il a pas fait forcément un bon match, c'est Carter Bryant, qui a eu un moment dans sa rencontre où il est allé choper des contres avec une intensité défensive absolument lunaire. Et je me dis, mais ce gars-là, à côté de Wembanyama, si un jour il arrive à prendre vraiment des minutes et à s'imposer en NBA, ça peut faire vraiment, vraiment quelque chose, quoi. Ouais, je suis d'accord, il m'a bien fait plaisir aussi. J'ai beaucoup aimé son activité défensive. Et il est intéressant avec des profils comme le sien. Si effectivement il progresse assez pour tenir sa place en NBA, la défense des Spurs peut vraiment donner mal au crâne à beaucoup d'équipes. Ouais. Ah, ça m'a fait un peu rire aussi le site de, enfin comment la NBA a essayé de nous monter le premier match de Cooper Flag face à Bronny James, qui a accouché d'une souris finalement parce que Bronny James a fait un match absolument catastrophique et Cooper Flag a lui-même qualifié son match d'un des pires matchs, une de ses pires performances de sa carrière. Cependant, je trouve que le match de Cooper Flag était plutôt rassurant dans sa lecture du jeu. Enfin, ça confirme les qualités intrinsèques de ce joueur au-delà du fait qu'il ait mis ou pas ses paniers. C'est surtout son intelligence de jeu qui ressort immédiatement, quoi. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, pour moi, l'adresse, c'est presque le plus facile à perfectionner avec le temps. C'est peut-être un des secteurs les plus faciles sur lesquels faire progresser les jeunes. Par contre, effectivement, tu l'as dit, la compréhension du jeu, la lecture du jeu, Ouais. ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à travailler. Et c'est un atout qui est important pour un rookie. Ouais, complètement, ouais. On va commencer ce podcast avec les petites news de l'intersaison, donc tout ce qui est tombé cette dernière semaine. Je voulais quand même commencer par parler là, de l'article qui vient d'être publié tout juste, hein, il y a quelques minutes de ça, quand on enregistre ce podcast, concernant les Lakers, LeBron James et Luka Doncic. C'est Brian Windhorst et Ramona Shelburne qui co-rédigent cet article. Et on en apprend un petit peu plus sur les coulisses
des Lakers depuis notamment l'arrivée de Luka en Californie. Et il y a deux, trois trucs que je voulais parler avec toi. C'est drôle parce que la semaine dernière, on a parlé de LeBron James, on a parlé avec toi de la signification que le fait qu'il fasse un opt-in dans sa dernière année de contrat, qu'il n'y ait pas eu de renégociation, que là, il est dans toutes les rumeurs de transfert, les messages qui ont été publiés par son agent, Rich Paul. Et là, tout d'un coup, quand tu lis cet article, il y a des choses qui commencent à ressortir un petit peu. Alors, je me suis un peu gratté la tête en lisant certains passages. Il y a certains passages qui m'ont vraiment marqué en me disant, tiens, je sais pas trop comment le prendre et j'aimerais bien voir si d'autres journalistes vont être capables de recouper ces informations-là. Mais on apprend notamment qu'il y a eu une réunion avec Pelinka, JJ Redick et la manager de Luka Doncic et Luka Doncic lui-même, donc après l'élimination face aux Wolves, donc notamment pour évoquer la possibilité de la prolongation, qui sera accessible le 2 août. Il pourra soit prolonger pour 4 ans à 223 millions de dollars, soit 3 ans et 160 millions de dollars avec des avantages. C'est-à-dire que quand il pourra renégocier une prolongation après les 3 ans, ça peut être intéressant pour lui financièrement, parce que je rappelle que comme il a été transféré de Dallas, à Dallas, il allait toucher un pactole absolument mirobolant. Et là, arrivé aux Lakers, forcément, ils peuvent lui proposer moins d'argent. C'est moins intéressant pour lui. Et le contrat de 3 ans pourrait être plus intéressant pour lui. Et donc, selon Shelburne et Windhorst, ils affirment que LeBron James n'avait pas été informé du transfert de Luka Doncic en échange d'Anthony Davis, qu'il n'a notamment pas apprécié encore le deal pour faire venir Mark Williams, transfert d'ailleurs qui a été refusé finalement par les Lakers en raison du fait qu'il n'ait pas passé la visite médicale, Mark Williams. Que ce soit dans les tuyaux, alors que lui et Anthony Davis demandaient à jouer avec un vrai pivot depuis longtemps, que Doncic a été informé en amont de la vente de la franchise à Mark Walter et que LeBron ne l'a pas été, et que c'est aussi pour ça apparemment qu'il n'aurait pas réagi à cette vente, contrairement à Luka Doncic, et que c'est la première fois que LeBron justement se retrouve pas en position de négocier son prochain contrat, enfin en position de force, que les Lakers semblent satisfaits pour le moment de laisser couler cette année et éventuellement de le laisser partir sans contrepartie. T'as pu poser tes yeux sur cet article, Charlie. Je voulais juste avoir quand même ton sentiment sur tout ça par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière et par rapport aux informations qu'il contient. Écoute, déjà, l'article, comme tu l'as dit, il est coécrit par Brian Windhorst. On connaît les relations entre Windhorst et LeBron. Donc moi, sur des éléments comme le fait que LeBron n'était pas au courant du trade d'Anthony Davis, j'ai toujours autant de doutes. C'est pas nouveau, on en a déjà parlé toi et moi. C'est pas quelque chose auquel on croit. Maintenant, oui. Écoute, en fait, il y a pas mal d'aspects dans cet article où je trouve quand même qu'on a un peu le sentiment que Rich Paul tient la plume, mais qu'il est pas très loin. Sur le fait que Anthony Davis et LeBron n'aient pas eu le pivot dont ils rêvaient, écoutez les gars, oui, tout le monde sait en fait en NBA en 2025 que c'était Anthony Davis en fait de faire ce job de pivot titulaire. Donc effectivement, se plaindre du fait que Luka Doncic, qui est un profil de joueur totalement différent d'Anthony Davis, ait eu un pivot alors que Anthony Davis l'ait pas eu, c'est un côté un peu ridicule, tu vois. Ça fait un peu gaminerie et surtout c'est juste de la logique. C'est de la logique. Quand t'as Luka Doncic, tu dois lui mettre un pivot athlétique, alors que quand t'as Anthony Davis, tu veux qu'Anthony Davis soit ce pivot. Donc ça n'a rien à voir. Surtout quand tous les chiffres montrent que quand tous les chiffres montrent que Anthony Davis est meilleur dans le poste 5 qu'en poste 4. Mais voilà. Et que ça fait des années maintenant et qu'on le sait, quoi, et que ça suffit, quoi. Exactement. Donc en fait, c'est vraiment c'est cette espèce de narratif qui ne prend pas de recul et qui ne tient pas compte du profil des joueurs concernés. Ça me fatigue un peu. Moi, j'ai peur qu'on ait un peu ça toute la saison, parce qu'effectivement, on sent bien qu'il y a une vraie passation de pouvoir côté Lakers, c'est qu'aujourd'hui, la franchise, l'interlocuteur numéro 1 de la franchise pour construire l'avenir, c'est Luka Doncic, d'autant plus qu'il a une prolongation à signer, comme tu l'as dit. Donc oui, moi j'ai un peu peur que toute la saison, on ait ce genre d'articles qui se multiplient et qui soient un peu téléguidés par le camp LeBron James. Maintenant, écoute, voilà, tant pis. Hein, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était la dernière saison de LeBron aux Lakers. Peut-être pas la dernière en NBA, mais en tout cas certainement la dernière aux Lakers. On va voir ce que ça donne.
mais c'est évident, et je pense que tous les fans des Lakers seront d'accord avec moi, que l'avenir de cette franchise passe par Luka Doncic et certainement pas par LeBron James. Oui, complètement. La partie qui m'a fait le plus rire de cet article reste quand même toutes les, tous les messages subliminaux de LeBron James qui pose avec des casquettes, qui se rend à Cleveland, qui Oui, porte oui. des vêtements avec des messages et que lui-même dit bah non, pas du tout, j'essaie pas de passer un message particulier, c'est juste un clin d'œil à telle personne, à tel événement, telle chose, ok, très bien. Et qu'il y a une source dans cet article qui dit vous savez très bien ce qu'il en est, rien n'est jamais laissé au hasard par LeBron James, il y a toujours Ah bah, c'est clair. c'est toujours une façon pour lui de communiquer quelque chose, de faire passer un message, de cette fameuse communication passive-agressive qui, moi, tu le sais très bien, et pour ceux qui suivent le podcast, et qui s'amusent hein, du fait que je parle de LeBron James, pas forcément dans des termes élogieux, mais voilà, c'est typiquement, moi, le genre de choses qui, dans sa communication, m'énerve plus que le joueur lui-même. Et voilà, et ça me fait rire de retrouver ces éléments-là qu'on vit depuis plus de 20 ans maintenant. Si on suit la carrière de LeBron James, il a toujours fait ça, et il n'y a rien qui change, et ça ne changera pas. Et tant qu'il sera là, Oui. et tant qu'il sera dans cette position d'essayer de négocier la fin de carrière. Et c'est pour ça que la conversation qu'on a eue la semaine dernière, ça m'a fait penser à ça, et que je souhaitais y revenir vite fait. C'est que comment LeBron James va gérer cette fin de carrière, va gérer sa retraite, et va gérer ce qui devra être la dernière saison de sa carrière, ce qui va être un événement colossal pour la planète NBA, les fans de basket et les fans de sport en général. Euh, Ça va être un événement absolument incontournable. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une position qui reste très étrange quand même. Oui, mais tu vois, en fait, tous ces petits messages subliminaux qu'il fait passer via les réseaux sociaux, en fait, aujourd'hui, il doit quand même bien se rendre compte que bah, ça sert plus à rien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il a plus du Oui, tout les mêmes leviers d'influence qu'il pouvait avoir les saisons précédentes, en fait. Genre, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation où il prolonge avec des contrats en 1+1, où d'une certaine manière, il met toujours la pression sur la franchise parce que c'est le meilleur joueur, parce que c'est le franchise player. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il n'est plus le franchise player. Il n'est plus en position de faire des coups de pression à la franchise avec ses contrats en 1+1 parce que bah, tout le monde a accepté le fait que c'était sa dernière saison aux Lakers. Donc en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il a quand même beaucoup moins d'influence. Et c'est aussi un peu pour ça que moi j'ai peur qu'on ait toute la saison là des articles de ce genre-là qui se multiplient parce que bah en fait je me demande comment il va réagir. Est-ce que son ego va être piqué et il va pouvoir vouloir prouver sur le parquet que c'est encore lui le patron. Est-ce qu'il va accepter cette situation et se contenter de faire une dernière saison dans l'ombre de Luka Doncic, qui honnêtement m'étonnerait énormément vu son caractère. Enfin voilà, je sais pas très bien à quoi m'attendre. Et quelque part, je vais te dire, même pour la saison d'après, s'il prend pas sa retraite là à la fin de la saison et qu'il veut effectivement s'offrir une dernière année en tournée d'adieu, où est-ce qu'il va aller faire ça en fait? Parce qu'aujourd'hui Cleveland, que ce exactement. soit Ouais. cette saison ou la saison prochaine, c'est une des franchises les plus ambitieuses de la conférence Est. Ils ont aucune raison d'accepter ça. Donc ouais, en fait, moi, je vais même te dire, quelque part, quand il met des photos de lui à Cleveland, moi, je me dis presque, bon, bah super, alors on monte un trade, les gars, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller choper à Cleveland, tu vois, Ouais, mais alors, donc ouais, il y a pas mal il y a pas mal de sites internet qui aujourd'hui sont en train de monter des exemples de transferts. c'est En ayant plein. activé son option aujourd'hui, avec le montant à laquelle est son option, donc plus de 52 millions, je crois, ou c'est 55, je sais plus, bref, pour que les équipes où il aimerait jouer, c'est-à-dire, alors Dallas apparemment, ça semble clair et net que ça sera soit il est buy-out par les Lakers et ils le prendront, mais ils monteront pas un transfert pour le faire venir. Ça apparemment, ça a été confirmé par certains insiders. Et si tu regardes les autres franchises, donc Cleveland, il faudrait qu'ils vident un nombre incalculable de leurs joueurs parce que avec la nouvelle convention collective, tu peux pas faire n'importe quoi. Ils ont des restrictions. Tous ces clubs-là ont des restrictions, comme ils sont tous des contenders et qu'ils ont une masse salariale qui est assez importante. Pour faire rentrer le salaire de LeBron James, tout en faisant face aux pénalités potentielles qu'ils ont en raison de leur situation financière à l'instant T, eh ben, il faut qu'ils fassent des espèces de jeux
des jeux de comptabilité avec, dans plusieurs cas, la nécessité de faire venir une troisième équipe et quel genre d'assets tu vas donner, quel genre de choses tu vas faire, quel sacrifice tu vas faire pour faire venir LeBron James. Et, et beaucoup disent qu'il y a des franchises aujourd'hui qui se disent, ben, je sais pas si on a, voilà, est-ce que LeBron James aujourd'hui, euh, bah, mais nécessite qu'on fasse tous ces sacrifices-là et qu'on se prenne la tête à ce point-là pour le faire venir, quoi. Ouais, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'aujourd'hui, en C'est ça, ajoutant ouais. LeBron dans l'effectif des Cavs, est-ce que vraiment l'équipe change complètement de braquet? C'est la Exactement. question. Aujourd'hui, personne n'en est sûr, en fait, et c'est bien ça le problème. C'est fou. En tout cas, ce truc-là on va manger ça tout l'été quand Alors, Luka pas que tout Doncic va l'été, on va signer manger sa. ça toute la saison. Ah, s'il reste aux Lakers, carrément. Oui, ouais. Ça va être non-stop tout le temps. Quand Luka Doncic va signer sa prolongation, on va remettre une couche. Il va y avoir comment dire, une phase de communication, je pense, de la part du camp de LeBron. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ouais, non, mais c'est ça. J'en doute pas une seconde. Après, écoute, voilà, très bien que les médias se régalent des histoires de LeBron. Si pendant ce temps-là, la franchise arrive à bosser tranquillement avec Luka Doncic, à la fois pour le prolonger et à la fois pour préparer les free agency prochaines, écoute, quelque part, c'est presque le mieux qui puisse arriver aux Lakers, en fait. Ouais, ça reste un truc quand même assez fou de me dire que Luka Doncic potentiellement est en train de regarder une saison blanche devant lui en attendant que LeBron se barre, quoi. Moi, ça, je trouve ça fou, en fait. Mais bon, c'est Oui, comme ça, c'est ça, la situation, elle est comme elle est, et ça, on peut rien y faire. exactement. On va parler d'autre chose. On va parler du Thunder qui a prolongé Chet Holmgren et Jalen Williams à quelques jours d'intervalle. Ça, c'était complètement attendu. D'ailleurs, Jalen Williams qui a révélé, on va pouvoir en parler, toi et moi également, il a révélé qu'il a joué tous les playoffs avec un tendon déchiré au poignet droit. Alors je me suis dit, mais c'est complètement fou en fait comme truc. Mais pourquoi pas, il est champion NBA aujourd'hui, donc écoute, why not? Chelton Green a signé pour 250 millions sur 5 ans. Son salaire prend 25% du cap salarial. C'est entièrement garanti comme argent. Je trouve qu'il y a une petite notion de risque qui est pas anodine là-dedans. Quand tu vois Chelton Green, bah, son physique, les blessures qu'il a eues pour l'instant depuis son arrivée dans la ligue. Voilà, jolie preuve de confiance de la part du Thunder. Voilà ce que je dirais pour commencer. Jalen Williams, lui, obtient un contrat similaire à Paolo Banchero à Orlando, à savoir un contrat max qui peut grapper à 30% du cap, 287 millions de dollars sur 5 ans, s'il intègre une All-NBA First Team la saison prochaine. Et puis d'autres, voilà, et t'as MVP, défenseur de l'année, tout ça, enfin des espèces d'objectifs. Donc c'est des contrats avec des montants variables, plus ou moins, hein, pas beaucoup d'argent, mais ça peut représenter des espaces non négligeables, surtout quand aujourd'hui, quand tu vois le Thunder, Shai Gilgeous-Alexander qui lui a également eu sa prolongation plus tôt. Si tu comptes Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams-Holmgren, ils sont partis tous les trois pour prendre environ 85% de la masse salariale de l'équipe à partir du moment où le nouveau contrat de Shai Gilgeous-Alexander entrera en vigueur au début de la saison 2027-2028. Là, les Thunder ont encore une saison tranquille, on va dire, avec leur profondeur de banc s'ils le souhaitent à disposition, il n'y a pas de souci. Mais alors, dès la saison prochaine, le boulot de Sam Presti va sérieusement commencer à se corser, voire devenir très très difficile pour entourer les trois stars. Pour le moment, la franchise parvient à re-signer des joueurs pour des contrats super accommodants. On a déjà parlé de toi et moi de Aaron Wiggins. On a vu Jalen Williams qui a signé un contrat extrêmement sympathique pour la franchise. Voilà, les fans n'ont plus qu'à espérer que ça dure. Charlie, toi et moi, on avait parlé notamment du fait que peut-être que ces conventions collectives aujourd'hui poussaient les franchises à plutôt privilégier un système à 2 joueurs max et construire autour. Là, le Thunder, c'est pas vraiment le chemin qu'ils ont choisi. Ah oui, non, très clairement, c'est vraiment pas du tout le chemin qu'ils ont choisi. Là, ils partent sur 3 joueurs max. Écoute, on avait dit qu'ils devraient faire des choix. Pour le moment, ils en font pas. C'est cher, c'est très très cher.
Mais en même temps, ils ont déjà un noyau de joueurs qui est sous contrat, et puis sous contrat pas seulement la saison prochaine. Hartenstein, Lou Dort sont encore sous contrat jusqu'en 2027. Isaiah Joe, Jalen Williams, Adjei Mitchell, Topic, c'est du 3 ans de contrat, je crois. Aaron Wiggins, Caruso, ils sont encore là encore plus longtemps. Donc, quelque part, ils ont de quoi voir venir avec ce noyau-là, sachant qu'en plus, ils ont des choix de draft et qu'ils ont prouvé ces dernières saisons leur capacité à faire les bons choix à la draft. Donc, ça va coûter cher en taxes. C'est des contrats qui sont énormes, hein. Sur la saison 2030-2031, les trois, à eux trois, ils pèsent plus de 180 millions de dollars. Mais bon, écoute, cette équipe a un roster quasi complet qui peut leur permettre de viser le titre chaque saison au moins pendant 2 ou 3 ans. Donc rien que ça peut justifier ce choix-là. Et s'ils arrivent à conserver leur titre la saison prochaine, eh ben ça sera une équipe qui aura réussi un exploit qu'on n'a pas vu en NBA depuis les Warriors. Donc quelque part, je peux comprendre ce choix-là. Maintenant, voilà, tu l'as dit, Chet Holmgren a montré qu'il pouvait avoir des fragilités physiques. On va voir ce que ça va donner. Je comprends que ce choix soit fait, surtout après le titre, tu vois, c'est assez logique, mais il va falloir l'assumer derrière. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les infiltrations qu'a eu Jalen Williams, il a expliqué qu'il en avait reçu quasiment une trentaine. Moi, je trouve que c'est assez flippant. Je trouve que c'est carrément flippant, même. Je suis pas médecin, j'y connais rien à tout ça. Par contre, je me rappelle très bien avoir lu il y a quelques semaines un article de l'équipe sur un ancien joueur de foot qui s'appelle Bruno Rodriguez et qui a fini amputé après sa carrière parce que en fait il était perclus de douleurs, et des douleurs que lui et les médecins qui l'entouraient ont attribuées aux infiltrations. Donc j'avoue que je trouve ça un peu flippant de voir ce sujet être à ce point-là banalisé en NBA. C'est qu'en fait, quand t'entends Jalen Williams, t'as quasiment l'impression que c'est une source de fierté, tu vois, en mettant l'accent sur le côté guerrier. J'ai joué malgré la douleur et maintenant j'ai le titre, machin. Ok, mais je trouve que c'est inquiétant, et je pense que je pense que la santé physique des joueurs devrait être un sujet beaucoup plus important en NBA, surtout quand on voit le nombre de blessures graves qu'il y a eu ces dernières années. Et j'avoue que ouais, vraiment, moi, en lisant cet article, ces déclarations de Jalen Williams, j'ai un peu fait gloops. Alors oui, il est titré, ça valait certainement le coup dans sa tête. Est-ce que ça vaudra encore le coup à la fin de sa carrière? J'espère. Ouais, comme tu as dit, effectivement, c'est la banalisation d'interventions qui sont quand même loin d'être anodines. Tu peux pas faire des shoots de cortisone comme ça pendant 2 mois et te dire Il que n'y a pas tout de va problème, bien en ouais. fait. Mm. Même si tu es encadré et s'ils ont un super encadrement médical et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais les conséquences à long terme et ainsi de suite. Aussi le discours, comme tu l'as très bien dit, le discours qui consiste à dire oui, j'ai serré les dents, moi je suis un bonhomme, je suis allé jusqu'au bout du truc, je suis pas là pour geindre et tout s'est bien passé. Oui, d'accord, mais attention de pas, enfin, je trouve que cautionner comme on le fait de plus en plus ce genre de messages, enfin, comme on l'a toujours fait quelque part, et on n'arrête pas d'entendre ces messages-là tout le temps ces dernières années en disant enfin, tous les anciens qui disent à la nouvelle génération, elle est soft. Et nous, avant, on était des guerriers, on était durs sur l'homme, on se plaignait pas, on disait rien, on serrait les dents, et on allait au combat. Même, tu vois, tout ce discours guerrier, machin, tout ça. Très sincèrement, moi, je trouve ça absolument ridicule et absurde. Et Euh, dangereux, même. et dangereux, ouais. Et dangereux, notamment dans l'exemple que ça donne aux jeunes générations, aux enfants qui suivent cette ligue. Et je trouve que la NBA ferait bien de réfléchir un petit peu à cet aspect-là, d'un point de vue éducation, et de peut-être mieux entourer ce genre d'informations. Je sais pas, alors après, j'essaie pas d'en faire des caisses absolument et de crier, je crie pas au scandale à proprement parler, mais je pense que ça mériterait d'être mieux encadré et mieux géré par la Ligue. Je pense que c'est un sujet très sérieux, la Ouais. santé, les blessures et le fait que ta carrière elle dure un certain nombre d'années, mais après, potentiellement, tu dois te coltiner des problèmes toute ta vie qui peuvent être extrêmement graves. Donc, ne jamais oublier ça, quoi. Ouais, et puis ça fait un peu écho à ce qui se passe dans le rugby ces dernières années, avec le sujet des commotions cérébrales qui a très longtemps été Ouais, méprisé et qui aujourd'hui fait l'objet d'un vrai d'une vraie évolution du jeu, avec des nouvelles règles, des nouveaux objets, même avec les protège-dents connectés
qui émettent des signaux en cas de choc trop violent. Enfin bref, je pense que la santé des joueurs, c'est un sujet qui est extrêmement important. La carrière d'un sportif de très haut niveau, elle est très courte, mais sur cette période très courte, tu peux avoir des conséquences pour tout le reste de ta vie. Et en fait, je suis désolé, j'adore le sport, j'adore le basket, mais le plus important dans la vie d'un homme, c'est pas d'aller gagner le titre NBA. Donc, Mm. je pense quand même que vraiment la ligue devrait prendre conscience du fait qu'il y a de vrais enjeux qui se jouent sur la santé des joueurs. Et effectivement, on ne dit pas du tout qu'il faut interdire aux joueurs de jouer quand ils ont le moindre pépin physique ou quoi, c'est pas la question. Mais en tout cas, il faut prendre ces sujets-là avec plus de gravité, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais. Comme la conversation qui, je pense, doit se maintenir aujourd'hui en NBA sur le nombre de matchs joués dans une saison entière, Bien sûr, bien ça sûr. doit rester un sujet qui doit être discuté et qui, je l'espère, un jour mènera à une réduction de ce genre au volume de matchs joués, qui, quand tu regardes un peu historiquement comment ça s'est passé, pourquoi ça a été maintenu, et je comprends bien les implications au niveau des records, au niveau des livres d'histoire, au niveau des archives et tout ça, des Ouais, puis au comparaisons niveau de l'argent aussi. qu'on... Oui, mais voilà, mais au final, la seule argument qui fait qu'on est maintenu dans ce système-là, c'est l'argent. Et c'est pas aujourd'hui que la NBA vient de signer son nouveau contrat médiatique en faisant comment dire, différents packs. Tiens, on vend la NBA Cup à tel diffuseur, on va vendre tel machin, les premiers matchs à tel truc. Enfin, là, on apprend de plus en plus que il y a tout un mercato là, des commentateurs, des journalistes qui vont d'une chaîne à l'autre. Kevin Harlan là, qui arrive sur Amazon. Bref, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre, clairement. C'est pour ça que les joueurs, pour l'instant, leur santé ne pèse pas lourd face au profit, quoi, de la NBA. Donc, ouais, ça s'est toujours passé comme ça. Mais il Ouais. y a un moment où quand tu as des joueurs qui sont blessés comme ça, j'aimerais voilà, que ça soit moins le discours guerrier, je serre les dents et un peu plus. Voilà les conséquences potentielles et voilà ce que nous on fait pour éviter ce genre de problématiques parce que ces joueurs-là, voilà, ils sont entourés avec des spécialistes surdiplômés qui suivent la moindre évolution de leur santé. Il y a aussi ça qu'il faut toujours souligner, quoi. C'est important. Ouais, tout à fait. Maintenant, c'est sûr que les enjeux financiers, tu vois, dans le cas d'un mec comme Jalen Williams, il sait très bien que s'il joue pas les playoffs à cause de son problème au poignet, bah, la négociation de son contrat max, là, elle est probablement différente, tu vois. Donc c'est Tout à sûr que fait. c'est des problèmes qui sont compliqués mais voilà, il faut faire attention à la santé des joueurs parce que moi je veux bien que l'aspect principal de tout ça, ça soit l'aspect financier, mais pour que la NBA gagne du fric, elle a besoin que ses meilleurs joueurs soient sur le parquet, et s'ils sont pas sur le parquet, le fric ne sera pas là. Et c'est ça qui est drôle, c'est que cette conversation-là, c'est ce qu'on a un peu tous les ans depuis pas mal d'années maintenant, parce que Ouais. de plus en plus de joueurs, notamment des joueurs majeurs, se blessent, ont des blessures qui les tiennent hors des parquets pour des périodes assez longues. Là, quand tu vois le nombre de tendons d'Achille qui viennent de céder sur une période d'un an et demi, Ah, c'est assez terrible. faramineux quand même. Ah Ouais, c'est c'est fou. terrible. Et il y a un moment, tu ne peux pas regarder ailleurs en permanence, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment, il va bien falloir que se rendre à l'évidence, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas parce que t'as un vieux briscard des années 90, et Dieu sait que moi j'ai été élevé et biberonné à cette époque-là, j'ai adoré le basket des années 90, il y a pas de problème là-dessus, je remets pas ça en question. Je dis juste que le basket tel qu'il était pratiqué à l'époque n'a rien à voir avec le basket qui est pratiqué aujourd'hui. Et ça, c'est parce que les règles ont évolué énormément. Enfin, le sport lui-même a énormément changé. Donc c'est comme ça. Tu peux pas. Ça c'est factuel. Je veux dire, c'est pas mon opinion personnelle. Factuellement, c'est toutes les mesures qui montrent que les joueurs aujourd'hui cavalent comme jamais ils ont cavalé dans l'histoire de la ligue, quoi. Oui, et puis tous sont des Un monstres physiques, rythme en de fait. fou. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plus, tu vois, tu joues jamais une équipe où tu te dis, ah bah tiens, leur intérieur, tu vois, il a pas le cardio pour suivre, ou il est pas physiquement, il a pas le physique d'un athlète de très haut niveau. Aujourd'hui, en NBA, il y a que des athlètes de très haut niveau, en fait, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Le Thunder, pour terminer sur le Thunder, autre dernière question. Donc,
trois superstars avec des contrats proches max ou très 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 proches du max, avec des garanties et tout ça. Le Thunder, on est d'accord que là, ça cherche le back-to-back, absolument, et ils ont tout à fait les Ah moyens ouais. de le faire sans aucun sacrifice. Pour le coup, là ça roule tout seul, hein, c'est une autoroute la saison prochaine. Leur histoire. C'est assez étonnant quand même, Charlie, de voir une équipe de joueurs qui ont 26, 23 ans, on va dire pour le noyau dur de ce qu'ils viennent de signer là, qui est en position de jouer le titre sur largement les 5-6 saisons à venir, s'ils s'y prennent bien. Et ça va être passionnant parce que comment Sam Presti va gérer les assets, les pièces dont il dispose, et comment il va faire pour renouveler les joueurs autour de son trio, et une fois que la saison prochaine sera terminée, et une fois que toutes les pénalités financières vont tomber, on sait aussi qu'il y a potentiellement une revente du Thunder qui va peut-être changer de main également de propriétaire. Apparemment, c'est un peu discuté dans les coulisses. Donc c'est pareil, tout ça va comment dire, se percuter dans les années à venir là. Le Thunder va vraiment être une équipe incroyable à suivre parce que là ils sont les champions en titre, parce que potentiellement ils peuvent faire le back-to-back alors que ça n'est plus arrivé depuis 7 ans ou je sais pas quoi. Et voilà, enfin depuis les Warriors quoi. Et, et voilà une équipe qui est pétrie de jeunes talents avec un front office qu'on sait ultra compétent. Franchement, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer cette situation. C'est passionnant. Ouais, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que pour moi, ils ont pas grand-chose à gérer avant 2027. Et moi, c'est ça que je trouve incroyable, en fait. C'est que avant 2027, ils perdent quasiment aucune de leurs joueurs importants, quasiment aucun, pardon, de leurs joueurs importants. En 2027, t'as les fins de contrat d'Artenstein et Dort, et à ce moment-là, effectivement, il va falloir un peu se prendre la tête pour réfléchir à comment on fait. Mais avant ça, en fait, tout le monde est là. Tout le monde est là. Toutes les forces Mm. vives sont là, Ah, ouais, auxquelles tu peux rajouter un mec comme Nikola Topic. Enfin, ouais, c'est hyper intriguant, et moi, j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller, ouais. ouais, complètement. On va parler du transfert. Alors, tout à l'heure, juste après ce sujet-là, toi et moi, je t'ai demandé de mettre un peu en avant deux équipes qui un peu les équipes what the fuck, quoi. Qu'est-ce que vous faites, où vous en êtes, et c'est quoi vos décisions, quoi. Ouais, les équipes, on Et donc, n'aimerait on pas être fera, chez vous dans les années qui viennent. voilà, on n'aimerait pas faire partie de la fanbase. Parce que c'est un peu moribond. Avant de parler de ça, on va parler vite fait du transfert de Norman Powell au Heat. Parce que voilà, derrière les Rockets et les Nuggets, dans la conférence Ouest, il y a les Clippers qui sont en train de réaliser une intersaison qui est très intéressante selon moi. Là, ils sont les favoris pour aller récupérer Bradley Beal au salaire minimum une fois qu'il aura validé son buyout avec les Suns, une fois que ça sera officiel. Et manifestement, ils sont en train de travailler là-dessus. Avant cela, là, ils lui font de la place en envoyant Norman Powell à Miami, qui a été auteur d'une saison exemplaire. Hein, presque beaucoup d'observateurs disent qu'il a fait une saison digne d'un All-Star. Les Clippers, eux, récupèrent dans l'échange John Collins. Kyle Anderson, Kevin Love et un futur second tour de draft sont envoyés à Utah. Anderson et Love, apparemment, vont pas forcément rester avec le Jazz. Anderson pourrait être transféré. Kevin Love pourrait faire un buyout. Les Clippers, j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire. Le 5 majeur potentiel des Clippers, c'est James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, Zubac, Derrick Jones Jr. Sur le banc, t'as Bogdan Bogdanovic, Brook Lopez, Nico Batum, Chris Dunn, John Collins. Tout ça sans être au-dessus du premier palier salarial, ce qui est une très bonne chose, ce qui leur laisse une petite enveloppe supplémentaire éventuellement pour faire venir un joueur de complément si besoin. John Collins, j'aime beaucoup son profil dans cette équipe, notamment aux côtés de James Harden, avec ce qu'il peut offrir comme possibilité de jouer sur un small ball. Ça, j'aime beaucoup. Et pour Miami, bah voilà, tu récupères Norman Powell qui va apporter de l'énergie sur le terrain, permettre de compenser très largement le départ de Duncan Robinson, d'offrir à Spoelstra une option offensive sur le terrain en complément de Tyler Hero. Bam Adebayo, je vois pas comment il peut faire une saison plus pénible que ce qu'il a fait la saison dernière. Le Heat a également prolongé Davion Mitchell avec un contrat de 2 ans, 24 millions.
La situation financière de Miami est plutôt saine à l'avenir, bien qu'ils sont un peu, ils ont pas tout à fait les mains libres. Non, ils sont en train de construire sur l'avenir. Powell sera potentiellement un contrat expirant la saison prochaine, dont ils pourront se débarrasser dans le cours de saison. On sait jamais. Hein. Norman Powell, pour moi, c'est typiquement le joueur, Charlie, où dans la saison, tu as un contender qui se dit tiens, est-ce qu'on récupérerait pas ce gars-là pour faire un dernier push sur la fin de saison Ouais, je suis d'accord. vu la qualité du joueur. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses côté Clippers Heat dans ce transfert de Norman Powell? Bah, Miami, on leur a quand même beaucoup reproché de pas faire grand chose sur cette début d'off-season. Donc écoute, qu'ils mettent la main sur Norman Powell, c'est plutôt pas mal. Ça va être intéressant de voir. La question évidemment, c'est est-ce qu'on va voir le même Norman Powell que la saison dernière, parce qu'il était quand même, il était quand même sur une saison au-dessus de ses standards récents. Largement Écoute, même. ouais, très largement. Ouais. Donc ouais, non, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai envie de voir comment Spoelstra va l'utiliser. Moi, tu sais que je suis un immense fan d'Eric Spoelstra, donc je suis plutôt confiant. Pour les Clippers, bah j'attends de voir comment va se terminer tout ça. Effectivement, est-ce qu'ils vont mettre la main sur Bradley Beal? Moi, je vais être franc avec toi. J'espère qu'ils vont prendre Bradley Beal et j'espère que Beal va se racheter un peu une image, tu vois, sans ces histoires de contrat. Je pense qu'on va pouvoir voir un joueur un peu libéré, un peu différent. Je pense aussi que Tyronn Lue, c'est un bon coach pour lui. Donc Ouais. ouais, je trouve que c'est plutôt bien tous ces mouvements-là. En tout cas, je trouve ça cohérent et intéressant. Donc ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner et j'espère vraiment ouais que Bill va pouvoir se racheter un peu une image parce que bah, c'est un joueur qui en a quand même pris vraiment vraiment plein la gueule ces dernières années. Et il faut pas oublier que la manière avec laquelle on perçoit les joueurs est quand même beaucoup conditionnée par le contrat qu'ils ont aussi. Et je pense qu'un Bradley Beal avec un tout petit contrat, c'est un excellent joueur en fait c'est un excellent joueur pour une équipe comme les Clippers. Donc c'est un fit qui me plaît. Ouais. Dans la hiérarchie de la conférence Ouest, Charlie, je voulais avoir ton sentiment. Donc on a le Thunder dont on a parlé, qui est clairement voilà champion en titre, avec un effectif qui bouge quasiment pas, qui se renforce même, je te sais très fan de Nikola Topic et effectivement cette équipe va être un monstre absolu la saison prochaine, clairement favori pour faire le back-to-back. Derrière, on a bien évidemment les Rockets et les Nuggets qui sont les deux équipes qui sortent vraiment du lot en termes de recrutement pendant cette intersaison. Les Clippers, est-ce que tu penses qu'on peut les mettre? Tu les mets quoi? Tu les mets un tailleur en dessous? Tu les mets où? Parce que mine de rien, les Clippers, ils ont tenu les Nuggets en 7 matchs. Les Nuggets ont fait 7 contre le Thunder. C'est pas une bonne façon de juger une équipe. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, parce que moi-même, je suis pas client de. J'aime pas trop les comparaisons de ce style. Mais les Clippers, ils ont fini l'année sur une excellente dynamique. Là, s'ils font venir Bradley Beal, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions sur comment ils peuvent faire marcher tout ça. Mais sur le papier, je suis extrêmement intrigué par cette équipe. Et si Ty Lue arrive à faire marcher cette histoire, je me pose vraiment la question de savoir où sont les Clippers dans la hiérarchie à l'Ouest. Et je voulais avoir ton opinion, style, dans le meilleur scénario des Clippers, où est-ce que tu les vois dans cette conférence Ouest? Quatrième. Quatrième ou cinquième. Pour moi, en fait, aujourd'hui, effectivement, on a un trio qui est OKC, Houston, Denver, et derrière, il y a quand même, on a très peu de références précises, on sait difficilement à quoi s'attendre, et je trouve que les Clippers et les Wolves sont peut-être les deux équipes qui ont le plus d'atouts pour être sur ces Ouais. places 4-5. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Tu vois, si les Warriors nous font une grosse saison de Curry Butler, pourquoi pas, même si je pense que leur intérêt, c'est quand même plus de s'économiser pour les playoffs. Mais bon, les Grizzlies se sont pas renforcés du tout. Les Mavs, je suis assez moyennement convaincu. Les Lakers, bah, la perte de Dorian Finney-Smith, elle va faire mal, vraiment mal. Donc ouais, pour moi, effectivement, aujourd'hui, sur les places 4-5 projetées de la conférence Ouest, j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre que les Clippers et les Wolves. Ouais, complètement. Les Spurs sont en embuscade aussi. On va en parler un peu plus tard tout à l'heure. Je voudrais juste avoir un mot sur les Spurs un peu plus. Ouais, mais la progression serait Euh, colossale, tu vois. mais la progression serait colossale. Ouais. Ils sont pas du tout prêts à.
Non, tu forcément vois, à la ça. saison dernière, les places 4-5 la saison dernière, c'est 50 wins en NBA. Tu vois, les Spurs, ils en ont gagné 34. Hein. Il y a vraiment un gap qui est considérable. Quoi. C'est vrai. T'as tout à fait raison, ouais. Je me demande vraiment ce qu'elle peut faire, cette équipe des Spurs. On va en parler vite fait maintenant, tiens, puisqu'on les cite, ça sert à rien d'en revenir plus tard, parce que j'ai pas envie de dire un truc particulièrement dramatique les concernant. Juste le fait de récupérer Kelly Olynyk dans un transfert avec les Wizards, là, ils ont perdu Branham, Wesley et des pics de draft pour faire venir Kelly Olynyk. C'est un second pic, je crois, de 2026. Voilà, Malaki Branham, Blake Wesley et 2026 second tour. J'aime bien ce que font les Spurs. Et les Spurs, en même temps, il y a une grosse question. La question de De'Aaron Fox aux Spurs me fascine. Il va être éligible pour une prolongation. Et vu les joueurs qui sont dans cet effectif, notamment le choix de faire venir Harper à la draft en second choix, je me demande vraiment comment ils vont gérer cette histoire à San Antonio. Il y a énormément de questions que je me pose. Et d'un point de vue compétitif, je me pose la question de savoir est-ce que si tout le monde joue avec Wembanyama, tous les joueurs qui étaient là, enfin ceux qui vont faire le transfert de la saison dernière à la saison prochaine et les nouveaux venus, je me demande comment tout ça prend forme. En fait, il y a un drôle de mix entre une extrême jeunesse où tu te dis, tout à l'heure on parlait de Carter Bryant, le mec a 19 ans, clairement il va pas jouer demain, il va pas jouer 25 minutes, tu vois. Non. En tout cas, tu peux pas exiger de lui qu'il soit hyper productif tout de suite, c'est impossible. Le gars, c'est un gamin. Harper, c'est pareil. Dylan Harper. Mais en même temps, d'un autre côté, je me dis qu'ils ont quand même dans un scénario où tout se passe très très bien, ils ont quand même des joueurs ultra compétitifs, quoi. Quelque part. Ouais, je suis d'accord. Écoute, en fait, pour moi, là, c'est la saison prochaine. C'est vraiment la saison où les Spurs doivent commencer à jouer des choses vraiment, en fait. C'est-à-dire, au moins être dans le play-in. Et l'idéal, ce serait très clairement de jouer les playoffs, parce qu'il y a des jeunes joueurs qui ont besoin de cette expérience-là pour progresser. Il y a du talent dans cette équipe. Moi, la question d'Aaron Fox, je me la pose aussi, parce que si t'as Victor Wembanyama, tu dois construire une équipe qui va viser le titre. Est-ce que De'Aaron Fox, avec un très gros contrat, c'est le meneur que tu veux dans cette équipe? Je sais pas, j'en suis pas sûr. Ouais, c'est des questions qui sont compliquées. Pour moi, le fait... En fait, je pense qu'ils veulent pas se précipiter. Moi, c'est aussi comme ça que j'interprète un peu le choix de nommer Mitch Johnson coach principal à la suite de Greg Popovich, au lieu d'aller chercher un mec peut-être plus référencé. Donc oui, je pense qu'ils veulent prendre leur temps pour continuer à développer les jeunes, mais je pense aussi que dans l'optique de développer une équipe capable d'être un vrai contender dans les années qui viennent, tu dois dès cette saison jouer les playoffs, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Je suis absolument d'accord avec toi et je trouve que cette équipe des Spurs, vu les choix qu'ils ont à faire, vu les choix qu'ils font et les joueurs qui composent cet effectif, notamment au poste de meneur, enfin notamment qui va diriger, qui va avoir le ballon dans les mains. T'as Stephen Castle, t'as De'Aaron Fox, t'as Dylan Harper, t'as tous ces gars-là là, qui potentiellement demandent. Alors quelque part, c'est bien d'avoir un surplus de joueurs capables de mener, de prendre le ballon et d'être créateurs. Et qui ont des profils différents, on va dire. Castle, c'est plus un profil défensif. Harper, c'est plus un stop and go, pénétration, adroit, intelligence de jeu. De'Aaron Fox, c'est une énergie, une rapidité d'exécution. Enfin, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Et il y a des vétérans dans cette équipe où je me dis, il y a quand même des joueurs pour être efficaces, quoi. Donc, je sais Ouais, pas, j'ai hâte de voir ça. ouais, il faut voir. En tout cas, je trouve que il y a des progrès à faire au shoot dans cette équipe, ça c'est sûr, c'est une de leurs faiblesses la saison dernière, et notamment sur le backcourt, tu vois, moi j'aime énormément le profil de Stephen Castle. S'il se mettait un peu à shooter à 3 points, je l'aimerais encore plus, quoi. S'il se mettait à mieux shooter à 3 points, je veux dire, Ouais, je l'aimerais encore plus, et je ouais, trouverais complètement. que Ouais. son profil est encore plus pertinent. Ah bah, lui, s'il shoot à 3 points, waouh. Ouais. Non, mais ouais, on verra les Spurs. Il y a énormément de travail de développement à faire dans cette équipe.
et de comment entourer Wembanyama. C'est à la fois, ça semble le projet pour l'instant semble absolument génial et être sur d'excellents rails. Et je te dis, c'est ce mix entre vétérans et les vétérans qu'il faut avoir dans ton effectif pour ne serait-ce que pour développer les jeunes, quoi qu'il en soit. Mais tu vois, là, entre Olynyk et Luke Cornett qui sont en backup de Wembanyama, je trouve ça brillant en fait comme recrutement et comme construction d'effectifs. Je trouve que l'effectif des Spurs est à la fois génial et à la fois il est fascinant où il y a plein d'interrogations qui se posent à moi quand je vois leur effectif. Je sais pas comment dire ça. Non mais je suis d'accord, moi Ça me laisse perplexe des fois. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai très hâte de voir leur saison aussi, parce que j'ai besoin d'être rassuré sur certains profils, sur la compatibilité de certains profils aussi. C'est ça. Et puis bordel, ça fait 5 mois qu'on n'a pas vu Wembanyama sur un parquet, vivement en fait, quoi. Vivement qu'il revienne et vivement qu'on voit un peu à quelle vitesse il continue à progresser, à quel point il s'adapte dans cette équipe, comment il joue avec les profils qui sont autour de lui. Enfin voilà, Wembanyama me manque là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pareil. On va passer aux deux équipes, un peu what the fuck, pas de bol, pas de chance, dommage, too bad. L'avenir n'est pas le plus radieux pour vous. Et je vais commencer, si tu veux bien, parce que c'est aussi en lien avec l'actualité. Devin Booker qui a prolongé aux Suns, prolongation de 2 saisons à 145 millions de dollars. Il sera payé plus de 75 millions la dernière année de son contrat en 2030. On parle d'un joueur qui a été sélectionné dans une All-NBA team à 2 reprises. Il a reçu des votes pour le MVP une seule fois dans sa carrière, c'était la saison 2021-2022, où il a terminé 4e au classement et a été retenu dans la All-NBA First Team cette saison-là. Pour moi, c'est plus un top 25 NBA qu'un top 10. Il a été le parfait lieutenant de Chris Paul pendant le run de 2021 jusqu'en finale NBA, où il nous a sorti des perfs. Devin Booker, c'est un excellent joueur, qu'on soit bien d'accord. Je ne pense pas le contraire. C'est un scoreur élite. Ce joueur, il est magnifique et je comprends bien ce qu'il signifie pour la fanbase des Suns. Ceci étant dit, quand j'ai vu cette prolongation, je me suis dit 2 choses. La première chose, c'est est-ce que Devin Booker est vraiment un franchise player capable de porter une équipe en tant que numéro 1 ? Et vu le montant du contrat, il va falloir qu'il le soit. Et je suis pas certain qu'il l'est. Ce numéro 1. Ce franchise player absolument... Enfin, je suis pas sûr de le mettre top 10 NBA. Et en fait, donner autant d'argent à un joueur qui n'est pas top 10 NBA, ça me semble un peu fou comme pari. Très sincèrement. Autant j'aime beaucoup Devin Booker, autant ce pari-là, financièrement, me semble dingue. Et même lui, en tant que joueur, sachant qu'ils vont payer Bradley Beal pendant 5 ans après son buyout, donc ils vont devoir se mettre d'accord sur le montant. Mais je crois que son salaire, ils vont l'étaler. C'est ce dont tu parlais l'autre jour. Faut que le montant des buyouts représente 15% du cap salarial, sachant qu'ils ont déjà 2-3 ans encore à payer les contrats de Nassir Little et Edgy Liddell, 2 joueurs un peu. Nassir Little, peut-être que certains le connaissent, mais alors Edgy Liddell, je connaissais pas du tout, dont ils ont vidé les contrats en août dernier. Donc eux aussi sont dans ce stretch pour 2 ou 3 ans, je crois, selon la durée de leur contrat. Liddell, je crois qu'il reste 1 an. Bill, il va devoir couper donc 14 millions de dollars de ses 110,8 millions qui lui restaient. Ils vont devoir étaler 96,9 millions sur les 5 prochaines années. Donc, qu'est-ce que j'essaye de dire en disant ça ? C'est que tu auras le contrat de Devin Booker qui va aller jusqu'en 2030. Et jusqu'en 2030, tu auras aussi cette partie du contrat de Bill qui va compter dans ton salary cap. Devin Booker il aura 33 ans à ce moment-là. Je vois pas comment les Suns parviennent à bâtir un contender et à entourer Devin Booker dans ce contexte-là. Et pour moi, Devin Booker l'a choisi d'encaisser un chèque, de prendre l'argent, mais il laisse très peu de marge à la franchise. Alors, après, vous pouvez me dire, ouais, mais Josh, pourquoi le joueur ferait le sacrifice financier pour la franchise ? On lui donne de l'argent, il le prend, et puis c'est la valeur où il estime... que la franchise estime lui donner. Ok, très bien, pourquoi pas. Mais si tu as des ambitions, je vois pas exactement comment tu prends ce contrat sans dire, bon, attendez,
est-ce qu'on peut pas travailler sur quelque chose qui permettra à l'avenir d'imaginer de voir les Suns être compétitifs, quoi. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Et pour moi, très clairement, j'en viens au fait, les Suns viennent de signer pour 5 ans pour être au mieux milieu de classement à l'Ouest, si tout va bien, si les Ryan Dunn, les Iguodaro et tout ça prennent forme. Mais je vois pas comment cette équipe va pouvoir être compétitive dans les 5 années à venir, quoi. Pour moi, ça me paraît impossible et je trouve ça dommage, quoi. Ouais, bah écoute, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors effectivement, c'est difficile à savoir où sont les responsabilités. Effectivement, Booker prend un montant qui rend difficile d'avoir des ambitions. Moi, en fait, je me dis presque que la franchise était obligée de lui donner cette prolongation à Booker. Dans leur situation, il y a quand même pas grand-chose à quoi se raccrocher et son talent est quand même un des rares rayons de soleil à court terme pour cette franchise. Alors, c'est quand même un des meilleurs arrières de la ligue, un joueur qui a prouvé qu'il était capable de briller en playoff. En plus, c'est un franchise player qui accepte de se sacrifier pour les autres en jouant bien trop souvent à une position qui n'est pas la sienne. Il va avoir 29 ans. Pour les fans, il représente énormément. Il est attaché à la franchise et à la ville. Il est là depuis 10 ans. Bon, en fait, je comprends cette prolongation. Maintenant, effectivement, je suis persuadé que c'est pas du tout l'idéal pour la franchise. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu voulais faire d'autre, en fait? Le trader et repartir de zéro avec une construction, après toutes les déclarations qu'a fait Matisse Bia ces dernières années, ces derniers mois, ça aurait été presque ridicule, en fait. Et puis, j'y crois pas une seule seconde, tu vois. Ishbia, il est pas du tout dans une démarche de reconstruction. Donc, ouais, je sais pas, J'aurais j'entends attendu, tout à fait Charlie, ton j'aurais argument. attendu. Mais attendu quoi? J'aurais pas. Rien ne les forçait à proposer l'extension de contrat maintenant. Encore une fois, moi j'ai l'impression que Phoenix est en train d'essayer de se raccrocher aux branches dans leur chute Ah, mais c'est sûr. vertigineuse après avoir accumulé les mauvaises décisions. Et là, on propose cette prolongation à Devin Booker pour s'assurer qu'il reste bien. Mais pour moi, il n'y avait pas d'urgence absolue à lui faire signer cette extension maintenant. Ils auraient pu attendre au moins 1 ou 2 saisons, voir où ils en étaient dans la construction de cet effectif et attendre que tout ça se... En fait, de laisser le chapitre Durant, Bradley Beal derrière eux et de prendre justement un peu de recul par rapport à tout ça. Là, tout me semble avoir été décidé à chaud sur les braises d'un échec monumental et ça, je trouve ça regrettable. Je trouve que c'est pas une Ah, bonne mais moi, décision en termes de front office et financière, voilà. ça, je suis d'accord. Mais alors, moi, je t'avoue, le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu la prolongation, c'est pour faire passer la pilule à Devin Booker en lui expliquant qu'il va devoir partager le backcourt avec Jalen Green, en fait, tu vois. C'est honteux, hein, mais c'est un peu le premier truc que je me suis dit, tu vois. Non, mais c'est vrai, en fait, ils vont encore demander à ce mec-là, qui devrait être le visage de la franchise et qui les représente depuis 10 ans et qui est adoré par les fans, ils vont encore lui demander de se sacrifier. Qui plus est pour un type qui n'a jamais rien prouvé. Parce que c'est ça la vérité, en fait. La vérité, c'est que Booker va une nouvelle fois être décalé à la main. Et c'est terrible, en fait. Au moins, si tu lui files ce contrat, mets-le au moins dans les meilleures dispositions. Mais oui, en fait, moi, j'entends tout à fait l'argument qui veut que Booker n'est pas un joueur qui fait gagner un titre à son équipe. Je sais, je suis d'accord avec ça. Mais on sait très bien qu'en NBA, les contrats max ne reviennent pas qu'à ceux qui ont prouvé qu'ils pouvaient mener leurs équipes au titre, sans quoi il y en aurait très très peu dans la ligue. Donc ça m'étonne pas en fait qu'il ait ce contrat-là. Maintenant, je suis d'accord avec toi, c'est pas une bonne décision sportive et c'est pas une bonne décision financière non plus. Mais en fait, aujourd'hui, les Suns, ils sont dans une telle situation que ça m'étonne pas qu'ils aient fait ce choix-là. Tu vois, je pense que c'est un peu, enfin, tu vois, même d'un point de vue purement marketing, en fait, je veux dire, dans une période où tu vas être contraint de buy-out un Bradley Beal que tu as fait venir en grande pompe en tant que troisième pièce tu vois, d'une super team, bah, au moins, tu annonces la prolongation de Devin Booker, tu vois, tu as un peu de paillettes à mettre, un peu de baume au cœur à donner aux fans, et Ouais. franchement, j'en suis à un point où je pense sincèrement que c'est ça, et c'est clair qu'en l'état, j'ai vraiment du mal à voir quelles ambitions cette équipe peut avoir. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein, mais j'y crois pas du tout, et franchement, oui, effectivement, si j'étais fan des Suns, je pense que je ferais une croix sur mes ambitions sur les prochaines saisons. Ouais, même pour transférer son contrat à terme, ça va être excessivement compliqué vu la part monstrueuse que ça prend sur un salary cap. Ah Ça bah va oui. être quelque chose d'assez dingue. Mais j'entends tes arguments, j'entends tout à fait tes arguments. Et Devin Booker,
Si c'est une deuxième option dans une équipe qui joue, qui a des vraies ambitions, je signe absolument. Devin Booker, on l'a vu marcher sur l'eau en playoff à certains moments. C'est une arme offensive absolument déconcertante. Enfin, il est incroyable ce joueur. Mais en Ah bah tant que oui, oui, numéro un, je ne pense pas que. Bah, si, je te dis, le contrat qu'il a là, pour moi, c'est tu dois être top 10 minimum NBA pour avoir ce contrat-là, quoi. Et je comprends après que Phoenix ait décidé aussi, parce que tu as un affect, parce que c'est un joueur que tu as drafté, parce que c'est un joueur qui a toujours été là et qui a envie d'être dans ta franchise, qui a envie de représenter tes couleurs. Bon, je le conçois tout à fait. Mais clairement, les Suns vont payer longtemps le truc de Bradley Beal. Là. Le rameuter ce gars-là, c'était vraiment une erreur monumentale. Et ils vont en payer le prix fort pendant longtemps. Très longtemps. Ouais, et pour un front office, moi je t'avoue, je suis d'accord, enfin, tu vois, sur l'idée que pour avoir un tel contrat, tu dois être dans le top 10 de la NBA, je comprends tout à fait, je suis même plutôt d'accord avec toi, mais je suis pas sûr que ce soit une position qui soit tenable pour un front office, en fait. Tu vois, genre, si t'as la réputation de filer des contrats max à personne, bah, je suis pas Je sûr que sais bien. tu sois bien perçu, tu vois, sur le marché, quoi. Mais je pense qu'on est dans une période de régulation, Charlie. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, je l'ai déjà dit auparavant, et je suis persuadé, quand tu vois là les Cam Thomas et d'autres joueurs qui ont, il n'y a pas vraiment de marché pour eux actuellement en termes de signature, je pense que le marché est en train de se réguler et ça va pas être tout de suite, mais je pense que d'ici la saison prochaine, voilà, il y a une ou deux saisons là où on va être sur un espèce d'entre-deux où les erreurs qui vont être faites maintenant vont se payer au centuple. Enfin, Ouais. déjà, les contrats qui ont été signés il y a 2 3 ans se payent déjà cher aujourd'hui et tout le monde essaie de se débarrasser de ces contrats-là. Quand tu vois les Nuggets qu'ils ont réussi à faire du contrat de Michael Porter Jr., c'est quand même assez dingue. Les mecs, ils libèrent 17 millions en sortant de ce contrat-là et ça leur permet de faire ce qu'ils avaient jamais pu imaginer faire autrement. C'est ça dont je parle quand je parle du fait que Bradley Beal va être un boulet pendant les 5 prochaines années à venir. C'est que oui, on va être dans la construction d'équipe où le moindre million de dollars à disposition qui te permet d'être en dessous du second ou du premier palier du cap salarial sera décisif dans la construction de ton équipe. C'est ça que je veux dire. Et c'est cette importance stratégique incroyable, je pense, qu'on ne perçoit pas, dont on ne perçoit pas encore tout à fait l'ampleur. Et c'est en train de devenir maintenant, il y a des exemples qui sont en train de nous prouver que, voilà, une fois que tu commences à être au-dessus du premier ou alors le second palier, laisse tomber, là tu peux plus rien faire, tu perds carrément tes futurs pics de draft. Euh, une fois que tu es rentré dans cet enfer absolu, dans cet enfer comptable, c'est très très dur d'en sortir, quoi. Enfin, Oui, c'est très alors, dur d'en sortir sans sacrifice. je suis d'accord qu'on est dans une période de régulation, mais si tu t'attendais à ce que ce soit les Suns de Matisse Bia qui fassent preuve de modération les premiers, je pense que tu t'es trompé. Très très bonne réponse, Charlie. T'as ton équipe, what the fuck. Bah écoute, moi la première équipe dont je veux parler, c'est les Pels quoi, parce que j'ai choisi les Pels parce que voilà, je voulais prendre une équipe de l'Ouest et une équipe de l'Est, et à l'Ouest j'ai un peu hésité avec les Kings aussi, mais j'ai choisi les Pelicans parce que j'avais plus envie de parler de cette équipe. Et alors, en fait, c'est un peu terrible parce que moi, cette équipe de la Nouvelle-Orléans, elle a des profils que je trouve intéressants. Des mecs comme Murphy, Jones, Alvarado, Missy, c'est des joueurs que j'apprécie et dont je vois tout à fait l'utilité. Mais en fait, je comprends pas comment cette équipe est construite globalement. Je suis très moyennement convaincu par l'ensemble. J'aime les individualités, mais je doute du collectif et surtout, je doute de la capacité du front office et de Joe Dumars à prendre les bonnes décisions pour cette franchise. Et en fait, ce qui m'attriste un peu, c'est que ces dernières semaines, en fait, les Pelicans, c'est une franchise dont on parle plus pour se moquer qu'autre chose. Tu vois, l'histoire du trade de pick avec Atlanta le soir de la draft, là, où les Pels leur proposent le Ouais. 23e choix et leur premier tour non protégé de 2026 contre le pick 13 d'Atlanta.
et où les insiders nous expliquent que le front office d'Atlanta n'y a même pas cru, en fait. Ils ont dû appeler C'est ça. directement Joe Dumars Ils ont pour dû vérifier que c'était pas un sketch, quoi. faire un double check, ouais. C'est fou, en fait, c'est fou, parce que, évidemment, tout le Et monde c'est sait que fou. la Nouvelle-Orléans a peu de chances de se qualifier en playoff la saison prochaine, et donc que ce pic 2026 pourrait avoir une valeur très importante. Et au-delà de ça, où est-ce que tu vas aujourd'hui avec un duo Poole Zion, comment tu gères le cas d'Ejun Temeray qui va pas démarrer la saison, et honnêtement, on va pas dire que la quinzaine de matchs qu'il avait disputé avec les Pels avant sa blessure nous avait transporté. En plus, il y a eu ces déclarations il y a quelques semaines dans un podcast où il a expliqué que son début de saison avec la Nouvelle-Orléans était sa pire expérience NBA. Alors évidemment, il ciblait pas la franchise, il a eu des soucis perso, des problèmes physiques, mais il a quand même admis qu'il avait été surpris par ce trade, qu'il s'attendait pas du tout à finir à la Nouvelle-Orléans, que ça n'avait jamais été une équipe qui avait été mentionnée dans les discussions et tout. Donc ouais, je suis un peu dans l'expectative avec cette équipe. Il y a aussi le cas Zion qui a 3 ans de contrat entre 39 et 44 millions par saison. Il sort une nouvelle fois d'une saison à 30 matchs. C'est la 4e fois depuis sa draft en 2019 qu'il fait une saison à 30 matchs ou moins. Bon voilà, à un moment, je pense qu'il faudra quand même se poser les bonnes questions, que ce soit lui ou la franchise. Je vois pas comment tu peux espérer construire autour d'un joueur aussi peu fiable physiquement, qui en plus en ce moment, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est encore en cours d'investigation, mais il a en plus des affaires judiciaires sur le dos. Alors bon, je sais que Dumars a récemment expliqué que Zion restait la pièce centrale du projet, qu'il avait eu des super discussions avec lui, que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et que vraiment c'était le monde des bisounours là, mais j'attends de voir, j'y crois pas du tout. En fait, quelque part, ils sont obligés de dire ça, tu vois, c'est de la méthode Coué, parce que la cote actuelle de Zion sur le marché, elle est évidemment pas haute du tout. Donc on verra s'il arrive à enchaîner quelques semaines de compétition, peut-être que des opportunités pour le trader viendront, ou peut-être que les Pels croient vraiment qu'il va réussir à sortir sa carrière de l'ornière. Moi, j'y crois pas, et franchement, je souhaite bon courage aux fans des Pelicans, parce que je trouve que c'est un peu triste de voir à quel point... Enfin, tu vois, entre le trade d'Anthony Davis il y a quelques années, les espoirs que le Ouais. Young Core qu'ils avaient récupéré des Lakers avait fait naître, etc. La draft de Zion avec toutes les promesses qui s'accompagnaient, et voir qu'aujourd'hui, en fait, les Pels, c'est juste une franchise dont on se moque, quoi. Je trouve que c'est un peu triste. J'ai aucune, zéro, absolument zéro, zéro, zéro confiance dans le duo Troy Weaver, Joe Dumars. Pour moi, c'est sûr et certain que c'est. Enfin, déjà, c'était compliqué avant. Et là, pour moi, ça va droit dans le mur, quoi. Je te trouve même presque sadique, Charlie, de citer les Pelicans. Parce que Ouais, là, non, c'est parce que même ça me plus rend triste. c'est même, ouais, c'est même plus what the fuck, là. J'aimerais beaucoup, enfin, cette équipe, j'ai vraiment eu des espoirs, hein, effectivement, comme tu le dis très bien. La draft de Zion, on oublie presque, mais Zion, quand il arrive en NBA, c'est un phénomène absolu. Tout le monde se dit que il va changer le cours de l'histoire de la ligue bientôt. Bah ouais, ouais. Euh, et c'est pas du tout ça. Et c'est que des déceptions, c'est que des remises à plus tard. Et pourtant, il avait des bons joueurs autour de lui. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, et puis pourtant, Cette équipe, me fatigue beaucoup. en fait, franchement, quand il joue, ce mec, il y a quelque chose, hein, vraiment. Je veux dire, tu vois, on Hmm. parle d'un mec, il tourne à Ah, mais 25 complètement. points, 7 rebonds, 5 passes, les doigts dans le nez, quoi. Et il fait ça en ayant une hygiène de vie dégueulasse, tu vois. Et c'est ça, en fait, le C'est plus pour ça qu'on en frustrant, parle. quelque Ouais, part. ouais. C'est pour ça qu'on parle de ce mec-là encore et encore. C'est parce que on sait très bien que quand il joue, quand il est à peu près en forme, enfin, en tout cas en état de jouer, et qu'il est sur le terrain, c'est un problème monumental pour Ah, mais toutes les c'est équipes en fait. face. Il a un profil qui est complètement atypique et où personne n'a vraiment la solution pour contrer ce gars-là. Et voilà, moi, je continuerai de parler de lui tant qu'il y a tant qu'il y a de l'espoir. J'ai envie de croire qu'un jour ou l'autre, je veux juste le voir jouer et être capable de rester sur un terrain et de se développer, enfin de développer le potentiel qui était absolument incroyable, quoi. Je sais pas Ouais, et si puis d'être ce sérieux, potentiel quoi. est, oui, voilà, je sais pas si ce potentiel est encore présent, il est plus intact, c'est sûr, mais je sais pas. J'ai vraiment, que ça soit lui ou Jamorant,
c'est vraiment deux joueurs. J'espère vraiment que ce sont deux gars qui arriveront à remettre leur carrière à un moment donné dans le droit chemin et à faire en sorte qu'on parle d'eux pour les bonnes raisons et non plus parce que voilà, on se moque méchamment du fait qu'ils se blessent ou qu'ils font n'importe quoi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et franchement, tu vois, on lui demande pas d'avoir la mentalité de LeBron James. Moi, je lui demande pas de ne penser que au basket dans sa vie, d'être un cyborg qui dédie sa vie à ça, mais un minimum de sérieux, quoi. Juste un Mm. minimum de sérieux et de travail au quotidien. Quand on voit ce que ce mec-là peut faire sur un parquet, alors que tout le monde sait qu'il a une hygiène de vie dégueulasse et que il a Mm. plein d'autres choses dans la tête que le basket, mais à quel point est-ce que ce type pourrait être monstrueux si juste pendant 5 ans, là, il mettait de côté le reste et qui vraiment il bossait sérieusement. Enfin, vraiment, ouais, j'ai trop envie de voir ça et en fait, je sais que ça n'arrivera pas. C'est ça qui je trouve trop Ouais, c'est triste, ça. tu Ouais. vois. En fait, Zion Williamson, à la fin de sa carrière, ça serait un what if énorme, vraiment. C'est clair. On peut déjà préparer les documentaires. Zion Williamson est-il le plus gros what if de l'histoire de la draft et En tout cas, des c'est joueurs sans nul doute un des potentiels plus grands talents gâchés, ouais. Ouais, très clairement. Ouais. Moi, deuxième équipe, c'est un peu mon Puchin Ball. J'ai l'impression de parler d'eux également tous les ans. Mais c'est les Bulls qui continuent leur déambulation dans le no man's land de la NBA désespérément. Ils ont récupéré Isaac Okoro dans l'échange. On en a parlé, toi et moi, de l'échange qui envoie Lonzo Ball à Cleveland. Enfin, tu en as parlé. Ils ont sélectionné Noah Essengue lors de la draft. J'espère qu'ils vont réussir à le développer. J'espère pour Noah que ça va bien se passer pour lui. Ils ont re-signé Trey Jones et sont en train de prendre leur temps là dans le dossier Josh Giddey, qui paraissait pourtant simple. Hein, L'Australien, lui, alors, apparemment, il chercherait à signer un contrat à 30 millions la saison, similaire à ce qu'avait signé Jalen Suggs à Orlando. Et apparemment, les Bulls sont hésitants. Le journaliste Casey Jones de Chicago Sports explique que le front office souhaite lui proposer un contrat moins onéreux. Josh Giddey a la possibilité de prendre la qualifying offer à 11 millions la saison prochaine pour devenir ensuite free agent l'été prochain. Perso, j'ai envie de te dire que c'est peut-être ce qu'il devrait faire, si ça lui permet peut-être de signer ailleurs ou de prolonger avec les Bulls. Depuis l'échec, on va dire, de Derrick Rose, j'ai vraiment les plus grandes difficultés à comprendre ce que cette équipe cherche à faire, euh, comment ils mènent leur barque pour signer les joueurs, comment ils font leur draft, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire dans les saisons qu'ils font. Enfin, ils sont toujours dans un espèce d'entre-deux bizarre. Il y a toujours Nikola Vucevic dans cet effectif, je ne comprends pas pourquoi. Alors on sait, hein, il y a beaucoup d'insiders qui nous expliquent que Jerry Reinsdorf refuse de payer la taxe, qui refuse de dépenser l'argent nécessaire pour construire un effectif compétent. Mais moi j'ai envie de te dire qu'il a aussi un front office qui manque de compétences, vu comment les contrats sont signés, comment le scouting est réalisé et comment les recrutements sont faits. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que voilà une franchise qui est un des plus gros marchés de la NBA, qui a ce passif de l'ère Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant, Dennis Rodman, enfin les années 90 dominées par les Bulls. Et je trouve ça extrêmement dommage. Et Dieu sait, Jordan, quand il arrive dans cette franchise, la franchise, c'est un saut à chiottes, quoi. C'est une fausse sceptique, il n'y a rien à en tirer, ils sont pas compétitifs du tout. Regardez historiquement où étaient les Bulls avant l'arrivée de Jordan, c'est le désespoir absolu. Absolu. Et depuis lors, donc il y a eu la période d'Eric Rose où il y avait un petit peu d'espoir qui était de nouveau de mise. Mais depuis ça, franchement, alors voilà, il y a eu 30 matchs avec De Rozan, Lonzo Ball et Vucevic vite fait. Et comment il s'appelle Zach Lavine. Lavine. Mais, hein Ouais, voilà, Non, ouais, non, je Zach disais Lavine. Lavine, ouais. Et ouais, tout à fait, ouais. Mais depuis lors, voilà, je trouve ça extrêmement dommage que cette équipe va nulle part tout le temps, et ça m'agace, ça me désespère. Et je trouve que s'il y a une équipe
dont j'espère vraiment que demain, il y a un nouveau propriétaire qui se pointe à la tête de la franchise, reprenne les rênes, reprenne les choses en main, refonde littéralement l'intégralité voilà, du front office et des équipes en place, et ben c'est les Bulls. Je trouve que cette franchise mérite bien mieux que ce qu'ils vivent depuis des années maintenant. Écoute, ouais, je suis d'accord avec toi. T'as parlé du cas Guidi. Moi, je pense qu'il y a aussi le cas Kobe White, qui est en fin de contrat à la fin de la saison et qui possède peut-être aujourd'hui un des contrats les plus attractifs de la ligue. Il est payé 12 millions la saison prochaine et vu ses progrès depuis 2 ans, c'est vraiment rien du tout. Donc est-ce que c'est pas le bon moment pour le trader parce que il va être très gourmand sur son prochain contrat et avec son contrat expirant, tu parlais de franchises ambitieuses qui pourraient vouloir faire le dernier push avec Powell tout à l'heure, c'est un peu pareil avec Kobe White. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui avec le cas Kobe White? Moi, les Bulls, je sais pas quoi dire en fait. Je comprends pas quelles sont les ambitions. Là, au mois de juin, il y a Mark Stein qui nous a expliqué que la franchise voulait prolonger Billy Donovan, dont le contrat expire en 2026. Alors certes, ils ont plutôt bien terminé la saison dans le sillage du duo White-Giddy qui a beaucoup progressé, mais est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de se précipiter pour prolonger Donovan qui n'a qualifié la franchise qu'une seule fois en playoff en 5 saisons? Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre, de voir si l'embellisse poursuit la saison prochaine et de statuer sur sur son sort, pardon, en cours de saison prochaine? En plus, il y a quand même pas mal de coachs de qualité qui sont actuellement disponibles. Voilà, je comprends pas les choix qui sont faits par le front office. Je sais pas quel est l'objectif des Bulls. Effectivement, j'ai l'impression que c'est en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de vision à moyen terme dans cette franchise. Ça renvoie à une sensation Oui, c'est ça, ouais. d'improvisation quasiment constante et c'est assez dommage parce que bah ouais, c'est une franchise mythique, un très gros marché. On a envie de voir cette équipe remonter la pente et se battre pour les sommets de la conférence Est. En plus, on sait très bien que cette saison, la conférence Est, c'est un peu difficile de la lire. Il y avait des places à prendre, il y a des équipes qui à cause des blessures et des situations contractuelles, sont probablement beaucoup moins performantes et ambitieuses la saison prochaine. Enfin, tu vois, s'il y avait bien une intersaison où il fallait tenter quelque Ouais. chose, où il fallait, bah c'était là. Et en fait, à Chicago, non, on a l'impression que c'est juste, tu vois, c'est juste la petite routine où on attend de voir ce qui se passe, où on fait pas grand chose, où on subit les décisions. Et je trouve ça dommage. Et ouais, je suis désolé de le dire, mais moi j'ai envie que Guidi se tire en fait, parce que j'adore les progrès qu'il a fait. Je trouve que c'est un profil hyper intéressant et j'ai pas envie de le voir moisir dans cette franchise. Voilà. Je suis absolument d'accord avec toi. Arturas Karnisovas et le general manager, là, Mark Eversley, ils ont été, je crois, ils vont avoir des extensions là apparemment. Je crois que c'est le Chicago Sun Times qui a annoncé en juin qu'ils étaient partis pour avoir une prolongation à leur poste respectif, donc directeur des opérations basket et general manager respectivement. Écoute, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de développement de jeunes à proprement parler. Alors, ils draftent parfois des jeunes comme Kobe White qui sont talentueux, mais ils récupèrent pas de pic de draft. Vucevic, ils auraient pu l'échanger à belle lurette pour récolter justement des assets pour construire autre chose, reprendre un petit peu les choses à la base et refaire les fondations, et essayer de reconstruire un effectif jeune qui se développe et avec une timeline qui est à peu près cohérente. Là, il n'y a rien qui est cohérent. Comme tu dis, c'est la petite routine. On prend des talents. Ah tiens, on peut récupérer ce joueur-là, un pic de draft. Oh, je sais pas, une protection. Oh, je sais pas. Je sais pas. Il y a rien qui fait sens. Ça m'énerve tellement de voir une franchise qui est mal gérée, qui continue comme ça sur ce mode où t'as l'impression qu'ils n'ont strictement rien à faire, quoi. Et ça Ouais, m'agace, ouais, c'est grave. tout simplement. Voilà. Donc ta dernière équipe, Charlie. Écoute, ma dernière équipe, c'est Toronto, et j'ai choisi Toronto pour une raison assez simple, qui est leur payroll, en fait, quoi. Quand tu regardes l'effectif des Raptors, tu te rends compte que sur les 3 prochaines années, ils ont 3 contrats très lourds, ceux de Scotty Barnes, Brandon Ingram et Emmanuel Quickley, qui à eux trois pèseront 120 millions, je crois, près de 120 millions en 2027. Quickley, il est même sous contrat jusqu'en 2029, Barnes jusqu'en 2030, avec une année de contrat à plus de 30 millions. Alors, je dis pas que les trois sont des mauvais joueurs, hein. Au contraire, je pense que leur profil est intéressant pour Hmm. beaucoup d'équipes, mais leurs contrats sont beaucoup trop importants, en fait, au point aujourd'hui même d'être des obstacles pour d'éventuels trades, surtout avec l'accord collectif actuel.
Et ouais, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un scénario qui permettrait à cette équipe d'être compétitive pour les saisons à venir. Alors, pendant un long moment, ces derniers mois, ces dernières années même, la théorie voulait que l'objectif final de Toronto, c'était le dossier Giannis Antetokounmpo, et il devait être très agressif sur ce dossier. Sauf que cette théorie, elle reposait avant tout sur la proximité entre le Grec et Masai Ujiri, qui sont très proches. Ujiri a une vraie importance dans l'épanouissement Ouais, hors terrain de complètement. Ouais. Giannis Antetokounmpo. Sauf que maintenant, Ujiri, il est plus là, en fait. Et honnêtement, si demain Giannis veut quitter Milwaukee, il y aura énormément de destinations plus intéressantes pour lui que Toronto. Donc tu vois, cette espèce de théorie qui était un peu l'arbre qui cachait la forêt, où on se disait un peu ça pour se rassurer, tu vois. Non, mais Toronto, de toute façon, leur objectif, c'est Giannis et tout. Ben, en fait, aujourd'hui, cette théorie, elle est morte. Le départ de Masai Ujiri, c'est aussi quelque chose qu'ils vont devoir digérer. C'est un des dirigeants les plus respectés de la ligue, auteur de l'incroyable pari payant de 2019 qui a permis à la franchise de remporter le titre. Alors, au moment de l'annonce de son départ, les Raptors ont expliqué qu'ils étaient confiants pour l'avenir. Ils ont expliqué qu'ils allaient continuer la reconstruction et aller chercher un nouveau titre NBA avec un nouveau président. Et franchement, c'est très beau d'y croire, mais je vois pas comment c'est possible dans un futur proche. Là, au début de l'off-season, on nous a dit qu'ils étaient très agressifs sur le dossier Kevin Durant. Ils l'ont loupé. On sait aussi que RJ Barrett pourrait être tradé d'ici la deadline, mais contre quoi? Pourquoi? Dans quel but? Tu vois, là aussi, moi, j'ai un Ouais, peu pourquoi cette faire? sensation. Ouais. Ouais, j'ai un peu cette sensation qu'on est dans un bricolage. Je pense sincèrement que l'effectif actuel vaut mieux que la 11e place de la conférence Est, à laquelle ils ont terminé la saison dernière, ça j'ai aucun problème, mais, mais ils peuvent pas concurrencer les meilleures équipes de leur conférence avec ce qu'ils ont aujourd'hui entre les mains. Et je vois pas quels sont les axes de développement pour aller viser plus, en fait. À qui tu vas refiler les 40 millions de Brandon Ingram, tu vois? À qui tu vas aller refiler les plus de 30 millions d'Emmanuel Quickley aujourd'hui? Je... Quickley, il a un contrat qui est quasiment, enfin, qui est, à moins que la saison prochaine, il explose littéralement sa production. Je vois pas comment effectivement tu t'es. Ça, c'est typiquement le genre de contrat que tu as signé sans trop penser à l'avenir, aux nouvelles contraintes, et que tu vas devoir te trimballer comme un poids mort jusqu'à ce que ça se termine, quoi, ou jusqu'à ce que tu trouves preneur. Comment, pourquoi, ça reste à déterminer. J'entends de plus en plus de voix qui s'élèvent. Le fait que Brandon Ingram, son contrat, il soit pas judicieux, ça, il y a plein de gens qui s'accordent à le dire. Je vois également j'entends, je lis de plus en plus d'articles de journalistes, d'insiders qui expliquent que la cote de Scottie Barnes est en train de sérieusement baisser. Certains appellent malgré tout à la patience en se disant c'est pas parce que l'an dernier il a montré quelques coups de mou qu'il faut le condamner. Scottie Barnes, il a encore 23 ans. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Barnes? Est-ce que tu penses que c'est vraiment le joueur autour duquel les Raptors doivent se concentrer aujourd'hui? De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix, j'ai envie de te dire. Ils ont pas le choix, ouais, c'est ça, ils ont pas le choix. Mais quelle est ta vision de Scottie Barnes? Est-ce que tu es confiant encore dans sa progression ou pas? Moi, à titre personnel, j'ai du Oui. mal à être vraiment confiant. Je trouve effectivement que les limites qu'il a montrées sont un peu rédhibitoires. Maintenant, on en a vu des joueurs avoir un passage à vide autour des 22-23 ans et derrière se relancer. Ça, c'est pas la première fois, mais en fait, le problème, c'est que Scottie Barnes, aujourd'hui, son contrat, je veux dire, il va toucher 51 millions sur la dernière année, tu vois. En fait, on n'attend pas de lui qu'il soit même un premier lieutenant pour le titre. Non, aujourd'hui, Scottie Barnes, ils ont pas le choix. Il faut qu'il devienne ce franchise player parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire de ce contrat, en fait? Mais C'est, complètement. tu vois, en fait, j'ai presque envie de te répondre. J'ai du mal à y croire, mais en fait, si je suis les Raptors, j'ai même pas le droit de me poser la question, tu vois, parce que le simple fait de me poser la question, ça va me mettre dans une sale situation, en fait. Il faut absolument qu'on y croie, on n'a pas d'autre choix que d'y croire, et on n'a pas d'autre choix que de voir Scottie Barnes reprendre sa progression et atteindre le niveau qu'on espérait tous le voir atteindre au moment de sa deuxième année en NBA, tu vois, sa deuxième, troisième année. Il est Ouais. All-Star, ouais, c'est ça, il est All-Star en 2023-2024. C'est un très gros problème aujourd'hui si Scottie Barnes plafonne, vraiment. Contractuellement, c'est un énorme problème pour cette équipe. Ah, et tout est axé sur l'évolution de ce joueur-là aujourd'hui, côté Toronto. Et comme tu l'as très bien dit, le fait que Masai Ujiri se casse euh, et ne soit plus aux affaires, c'est quand même une perte d'influence. C'est un atout
qui était quand même extraordinaire dans le jeu des Raptors, parce que c'était Ouais, lui c'est ça. l'architecte, notamment du titre avec Kawhi Leonard, et que tout ça, ça avait quand même du... Et puis avec toutes ces activités hors basket, tout ça avait quand même énormément d'attirance pour plein de joueurs NBA. Ouais, c'est ça, c'est Et un des profil joueurs rassurant. Voilà, exactement. Et des joueurs qui se disent, si je vais là-bas, je suis sûr que Masai prendra soin de moi. Si je fais ce choix-là, je sais que ce gars-là mettra tout en œuvre pour essayer de m'entourer et de faire en sorte qu'on soit le plus compétitif possible. Maintenant que c'est terminé, franchement, effectivement, la situation des Raptors est excessivement compliquée, quoi. Alors, ça reste à voir. Il y a encore des possibilités et probablement des manœuvres à faire qui nous sautent pas aux yeux parce qu'on n'est pas on n'est pas forcément dans la mécanique du truc et dans les subtilités des négociations. Mais, c'est une équipe qui, pour moi, effectivement, n'est pas sur la bonne pente aujourd'hui. Franchement, ouais, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Hein. Mis à part Non, le moi non plus. contrat d'RJ Barrett, tu vois, qui me semble tradable, je vois pas je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent faire, en fait. Parce que leurs contrats sont non seulement trop importants, mais aussi trop longs, tu vois. Et Ingram, Ouais, tout à qui a fait. une player option en 2027-2028, sa player option à 41 millions, quasiment 42 millions, bah, vu tout ce qu'on voit, vu toutes les discussions qu'on a sur le nouvel accord collectif, enfin, je veux dire, c'est évident qu'il va la prendre, sa player option à 41 millions. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont lui proposer plus, en fait. Ah non, non, c'est sûr, ouais. J'en suis Donc, persuadé. ouais. Et puis même, au-delà de ça, Brandon Ingram, qui est un joueur que j'adore, hein. On va pas me taxer d'être un hater Non. de Brandon Ingram, mais on les connaît, en fait, aujourd'hui, les limites d'Ingram, et je suis même pas sûr que ce soit un lieutenant pour le titre, aujourd'hui. C'est une troisième option. Ouais, complètement, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, c'est assez terrible d'ailleurs son évolution. Je le voyais pas comme ça, sa carrière à Brandon Ingram. Je pensais vraiment que il allait plafonner bien plus haut et pas du tout. C'est comme ça arrive, Ouais, hein. ouais. Après, il a été... C'est pas de sa faute, hein. Il a été chez les Pels, quoi. Ça fait mal, hein. Encore un petit coup pour les pèses. Hein, histoire de terminer en beauté ce podcast, on va en rester là, Charlie, si tu veux bien. Je ne peux pas, je ne pourrais pas faire mieux comme conclusion que ce que tu viens de faire. Écoute, très bien. Merci beaucoup, Charlie, en tout cas, d'avoir été avec moi pendant cette période de vacances. Ah bah écoute, c'était avec plaisir, comme toujours. Ouais. Semaine prochaine, moi je suis en crapahutage dans la Bretagne profonde, donc il n'y aura probablement pas de podcast vendredi, très certainement pas de podcast vendredi prochain. C'est sûr et certain parce que je n'aurai ni internet, ni d'ordinateur, ni rien du tout. S'il se passe un truc de maboule, avec Charlie, on essaiera de se mettre en ordre de marche, voir peut-être le week-end prochain s'il y a vraiment un truc qui en vaut la chandelle. On reste en veille jusqu'à fin juillet, puis au mois d'août, ça sera la pause estivale, quoi qu'il en soit. Ça, c'est sûr et certain, il n'y aura rien en août. Voilà, donc on se tient au courant, Charlie. Chers auditeurs, voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce numéro. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans les prochains jours ou plus tard. Voilà, on verra. Il y aura très probablement un dernier numéro en juillet. On vous tient au courant. À ciao. Bye bye.